Bonjour à toutes et à tous. Les réseaux de mandataires sont au cœur de nos préoccupations ce soir et en direct pour ce live organisé par l'UNIS. Beaucoup d'idées reçues, beaucoup de fake news autour des mandataires. Ça valait le coup de se pencher, de rétablir quelques vérités qui sont bonnes à dire. Et on va le faire avec Danielle Dubrac, la présidente de l'UNIS, qui a initié ce rendez-vous. Danielle, bonjour. Bonjour à tous et toutes. Alors, avant de présenter celles et ceux qui nous accompagnent ce soir, juste une règle du jeu. Nous avons reçu beaucoup de questions en amont de ce rendez-vous et donc je vais essayer de m'en faire l'écho. En revanche, pour toutes celles qui vont arriver et qui ne manqueront pas d'arriver sur le chat qui est d'ores et déjà ouvert, je vous propose de les réserver pour la fin de notre rendez-vous, c'est-à-dire qu'on va défricher le terrain au début et puis après, on passera à l'exercice naturel et habituel pour nous des questions-réponses. Alors, pour parler de ces réseaux de mandataires, Daniel, vous avez souhaité que Vincent Pavanello soit à nos côtés. Il est auteur d'un rapport réseau de mandataires indépendants, 40 000 entrepreneurs au service de nos projets. Vincent Pavanello, bonjour. Real Estec, vous nous direz un mot de votre organisation. Alain Millet, le taulier Alain Millet est avec nous. Il représente l'UNIS auprès précisément des réseaux de mandataires. Olivier Descamps est le directeur très respecté, directeur général d'IAD France, je le salue. Olivier Colcombé, directeur général de Digit RE. Et puis Sandra Fransonnet est la directrice associée et cofondatrice de Safety. Merci de nous consacrer ce moment et de nous permettre d'y voir plus clair sur cette grande question des réseaux de mandataires. Alors d'abord, avec vous, Vincent Pavanello, on va d'abord évoquer ce rapport que je signalais en vous présentant. Peut-être un mot d'abord sur Real Estec, en quelques secondes, resituer l'organisation que vous représentez. Oui, bonjour à tous. Au-delà de Real Estec, moi, effectivement, ça fait 5 ans que je suis dans le secteur immobilier et où je m'intéresse particulièrement aux nouveaux modèles de la promotion immobilière, de l'asset management, du property et donc aussi de la transaction. Et donc, c'est tout naturellement que j'en suis venu m'intéresser à ce qui est le grand nouveau modèle de l'intermédiation dans le résidentiel, alors, qui existe déjà depuis une vingtaine d'années, que sont les réseaux de mandataires. Et donc, c'est vraiment avec cette casquette, je veux dire, avec cet intérêt pour les nouveaux modèles, les nouveaux entrants, les nouveaux acteurs que j'ai été amené à travailler sur ce sujet. Alors, le rapport que j'évoquais en introduction, quel est l'objectif de ce rapport sur les réseaux de mandataires et à qui est-ce qu'il s'adresse aussi? Alors, l'objectif de ce rapport, il est assez simple, c'est de faire œuvre de pédagogie, de transparence sur ce qui était le fonctionnement. Peut-être qu'on peut juste couper les autres micros. Excusez-moi, je fais ça. Oui, ça serait peut-être pas mal parce qu'on a des bruits parasites qui nous empêchent de bien entendre ce que nous dit Vincent. Donc, si vous arrivez les uns et les autres, coupez vos micros, ça serait parfait. Je pense que ce sera beaucoup mieux, et effectivement, beaucoup mieux pour les gens qui nous écoutent. Donc, l'objectif, c'est de faire œuvre de pédagogie. Donc, comment fonctionnent les réseaux, quand est-ce qu'ils ont été créés, quelle était la vision de départ, quel était le cadre réglementaire auquel ils étaient contraints. Et vous l'avez dit un peu en introduction, répondre aux idées reçues, puisque comme tout nouveau modèle et comme tous nouveaux acteurs, il existe des détracteurs ou des gens qui ont un regard plutôt critique sur ce modèle-là et donc qui ne se gênent pas pour le dire. Et donc, je pense que ce rapport, il était aussi de dire voilà ce que les réseaux font, voilà ce que les réseaux font de bien, voilà en quoi, et en essayant d'expliquer pourquoi ils avaient eu ce succès-là, quels étaient au fond les secrets ou en tout cas les raisons de ce succès-là. Et de le faire savoir au plus grand nombre. Et ça va me permettre de répondre à votre deuxième question sur à qui est-ce qu'il était destiné. Il est destiné à toutes les parties prenantes de l'écosystème. Je crois que c'était vraiment ça l'objectif. Au pouvoir public, qui, avec le nombre de mandataires qui augmente, vous avez parlé des 40 000, commencent à s'intéresser de plus en plus à ce sujet-là. Et donc, ils étaient en demande d'un rapport, d'un livre blanc qui expliquait encore une fois les tenants et les aboutissants. Il s'adresse aux journalistes et aux médias de l'immobilier. On a la chance d'avoir une presse immobilière qui est assez forte et qui s'exprime beaucoup dans ce pays. Et donc, eux aussi, on demande de chiffres, de données sur ce que représentaient les réseaux. Les mandataires eux-mêmes avaient un intérêt de pouvoir situer dans le temps long de ce qu'était l'émergence de ces réseaux, de pouvoir comparer leur réseau avec un autre et aussi de pouvoir répondre eux-mêmes aux questions qui leur étaient posées par leur environnement et par leurs proches. C'est quoi un réseau de mandataires? Comment ça fonctionne de travailler dans tel réseau de mandataires? Et puis, plus largement,
et c'est une cible importante, à tous les gens qui se posent la question et qui hésitent et qui réfléchissent à devenir mandataire. Ça, je pense que c'était aussi important. Et in fine, peut-être pour terminer, si des vendeurs immobiliers, si des vendeurs de maisons, d'appartements tombent sur le rapport, et ben, tant mieux. J'espère que ça leur donnera aussi envie de faire confiance, encore plus qu'ils le font aujourd'hui, au réseau mandataire. Voilà. Et puis, quand on tombe sur ce rapport, on se fait pas mal puisqu'il ne donne que des vérités. La vérité ne fait jamais mal, en fait, en principe, d'après ce qu'on nous dit. Juste un mot, vous dites que c'était une nécessité de réaliser un tel rapport parce que il y avait trop d'informations loufoques qui circulaient autour des réseaux de mandataires. Il y avait beaucoup de questions en tout cas, et puis il y avait beaucoup de questions. Il y avait des réseaux qui atteignaient une taille qui, je pense, rendait nécessaire, en tout cas rendait utile ce travail de transparence. Voilà, il a été fait après une année 2020 compliquée où les réseaux ont plutôt bien traversé la crise. Et donc, j'allais dire, dans cette nouvelle décennie qui s'ouvre et qui, c'est le pronostic que je fais dans le rapport, va être une décennie de forte croissance encore pour les réseaux de mandataires. Et ben, le travail était très utile de le faire à ce moment-là. Daniel Dubrac, vous avez préfacé, l'UNIS a préfacé ce rapport. Pour quelles raisons est-ce que vous êtes, c'est une forme d'engagement quand même, pour quelles raisons cette présence? Pour la raison suivante, c'est que nous avons eu la chance d'accueillir ces réseaux de mandataires depuis 2016. Donc, nous étions peut-être précurseurs au niveau des syndicats professionnels, mais pour autant, ce sont les réseaux de mandataires qui étaient précurseurs puisqu'ils existaient avant que UNIS n'existe. 43 000 mandataires, 40 000 mandataires en France, et chez nous, il y en a 23 000 et il y a 22 000 salariés sur les 6 300 adhérents, structures qui sont dans notre syndicat. Il n'y avait pas de rapport sur le sujet, il n'y avait pas d'études. Et c'est une opportunité qui m'a été donnée grâce à nos réseaux de mandataires qui sont adhérents chez nous, ainsi que par Vincent. Et c'était important parce que finalement, plutôt que de critiquer ce modèle économique qui a une croissance exponentielle extraordinaire, qui est devenue incontournable, eh ben, il était intéressant de pouvoir ne pas leur tourner le dos. Nous les avions accueillis, et surtout de les faire connaître. Et c'est pour ça que c'est un rapport qui est très pédagogique pour tous les gens qui nous écoutent. Et puis, c'était important aussi que tout le monde s'y intéresse, que l'on n'oppose pas les modèles de salariés aux modèles de travailleurs indépendants. Et nous, on travaille avec eux sur la réglementation, sur la formation. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'on a voulu, qu'on a eu l'opportunité de répondre à cette préface. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, au-delà du modèle économique qui est extraordinaire et qui correspond à ce qu'attendent un acquéreur et un vendeur au final, et un modèle aussi qui s'intéresse à tous les segments du marché, que ce soit des entrepôts, des maisons. Ce qui nous intéresse aussi dans ce rapport, il faut vraiment que vous le lisiez, c'est aussi le fait qu'il y a le business, bien sûr, il y a le business, mais il y a aussi l'individu qui est le travailleur indépendant, le mandataire immobilier, des réseaux de mandataires qui les accompagnent, qui les forment, qui les côtoient tous les jours et avec lesquels ils sont attachés. Et c'est le rapport de l'individu. Et donc, c'est tout ce monde qui change sur les codes du travail, le télétravail, etc. Et nous, à UNIS, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a les universités de la copropriété parce qu'on a de la clientèle. On a aussi, bien sûr, nos adhérents. Et c'est très important qu'il y ait le fit entre les professionnels de l'immobilier et leurs clients. Et le fit, on l'appelle mieux se connaître pour mieux se comprendre et mieux s'entendre aussi. Et donc, c'est un petit peu ça le pari que UNIS a fait aussi à travers ces réseaux de mandataires indépendants. Donc, disposer de données fiables, réelles, d'une sorte de photographie, un miroir non déformant et non déformé de la réalité. Et se connaître au fond, c'est peut-être la meilleure manière de s'accepter et pourquoi pas aussi de se critiquer, parce que critiquer, c'est possible, mais sur des bases normales, saines. Alain Millet, vous qui êtes le témoin de pas mal d'évolutions avec tout le reste de vos doigts dans cette profession que vous connaissez sur le bout des doigts, est-ce que vous pouvez très rapidement, je prends cette précaution avec vous, très rapidement revenir sur la naissance des premiers réseaux et le nombre de réseaux qu'on a répertoriés aujourd'hui? Pour ça, il faudrait que vous ouvriez votre micro, sans quoi on n'aura pas le bonheur, le plaisir, la joie
et l'opportunité de vous écouter, sinon de vous entendre. Et pour ouvrir le micro, il faut donc, avec vos petits doigts musclés, cher Alain, essayer de trouver le bon endroit. Et voilà qui me semble être fait. Voilà. Bon, alors en fait, il y a une douzaine d'années, un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Cotémoine a voulu exploiter une idée simple. Plus j'ai de commerciaux, plus je peux négocier les tarifs publicitaires, plus je peux leur apporter des services qui seraient de moins en moins coûteux par rapport à ce qui existait à l'époque. Et puis, à partir du moment où ça a été connu, qu'il a monté ce réseau CAPI et qu'il est arrivé jusqu'à 1000 commerciaux, agents mandataires, eh bien, à ce moment-là, il a créé un mouvement, il a été suivi par d'autres et c'est lui l'initiateur, si vous voulez, de cette idée poussée par Internet et qui fait que maintenant, il y a 145 réseaux de mandataires et qu'il a imprimé un mouvement qui a, comment dirais-je, prospéré auprès de tous ceux qui s'en sont inspirés pour également développer leur modèle économique. Voilà l'histoire. Il y a une douzaine d'années, cela a commencé pour devenir ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un modèle économique qui représente pratiquement 20% du marché immobilier. Merci mille fois pour cet éclairage, Alain, qui a eu le mérite d'être à la fois précis. Je précise que pendant que vous parliez, nous recevions le bonjour à tous de Didier Michelin de Capifrance, qui est donc avec nous. Et David Moiseau nous dit ça fait plutôt 15 ans, mais on ne va pas chipoter entre 15 ans et 12 ans. En tout cas, c'est dans cette épure-là que les réseaux sont apparus. Si vous le voulez bien, on va procéder de façon assez méthodique et peut-être voir comment le paysage se construit dans l'immobilier aujourd'hui. Qu'est-ce qui existe? Quelles sont les différentes structures juridiques qui cohabitent dans le grand univers de l'immobilier et dans lequel se sont immiscés donc les réseaux? Vincent? Alors, il faut peut-être dire que dans le monde de la transaction, on dénombre entre 120 000 et 130 000 vendeurs immobiliers, conseillers immobiliers au sens très large, pour environ 1 million de transactions par an. Donc, c'est déjà un gros bloc. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a différents modèles et que ces conseillers, on les retrouve dans différentes structures. La structure traditionnelle, la plus connue, je pense encore à ce stade par les Français, c'est l'agence traditionnelle appelée agence vitrée, au fond, l'agence du coin de la rue. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette première catégorie, il y a en fait 3 sous-catégories. Et là aussi, je pense que c'était utile. Dans le rapport, on essaye de faire ce travail de transparence. Il y a d'une part toutes les agences dites indépendantes. Donc, c'est les agences qui souvent d'ailleurs portent le nom encore aujourd'hui de leurs fondateurs ou de leurs dirigeants. Et donc, dans chaque ville, il y a des dizaines d'agences indépendantes et c'est bien heureux. La deuxième catégorie, c'est les agences franchisées. Donc, Century 21, Guy Hockey, La Forêt, pour les citer, qui en fait sont des agrégats de différentes franchises qui sont en réalité assez indépendantes et qui payent des cotisations aux masters franchisés qui sont à leur tête. Et puis le troisième modèle, c'est le modèle réseau intégré où en fait les agences appartiennent en propre à la tête de la structure. Donc là, ça va être le modèle Foncia, le modèle Score Habitat ou Bourse de l'immobilier. Donc on voit qu'il y a une grande diversité déjà dans ces modèles et que l'agence immobilière, elle n'est pas une et indivisible. Il y a déjà dans le modèle de l'agence au moins 3 modèles. On pourrait encore être plus subtil, mais disons qu'il y a au moins ces 3 grands modèles. À côté de ça, évidemment, et on aura l'occasion d'en parler, il y a les réseaux de mandataires qui sont un acteur important. Et puis d'autres plus petits acteurs qui participent aussi, qui parfois font des transactions. On les cite dans le rapport. Le premier sont les notaires qui, évidemment, interviennent dans toutes les transactions avec leur casquette traditionnelle de notaire, mais qui parfois aussi jouent le rôle d'agent immobilier, de conseiller immobilier. On estime que c'est environ 5% des transactions. Et puis, les derniers arrivés, les nouveaux entrants, uniquement présents aujourd'hui dans quelques grandes villes qu'on appelle les agences en ligne qui ont, d'après mes estimations, environ 1% du marché. Donc, on voit qu'il y a différentes offres. D'ailleurs, c'est très heureux parce que le Français et le vendeur, il a plusieurs choix. Il peut faire son choix assez librement et sur tous les territoires, il a plusieurs choix qui s'offrent à lui et donc c'est bien heureux. Et j'allais dire après le consommateur et le client choisi. Ce qui est important de comprendre, et je passerai la parole à Sandra qui rentrera dans le détail de ce que ça veut dire pour les réseaux mandataires, mais c'est que contrairement à une idée reçue, tous ces acteurs sont régis par le même cadre légal qui s'appelle. Alors ça, c'est ce qu'on va voir avec. On va dire, mais pour présenter, je pense que le travail de transparence dans le rapport, c'était aussi de dire
et parce que c'est ce qu'on entendait parfois, et c'est ce que moi j'avais entendu aussi en tant qu'observateur, l'idée selon laquelle il y aurait d'un côté les agences traditionnelles qui seraient parfaitement dans les clous de la loi Hoguet, et puis à côté d'autres acteurs qui s'arrangeraient avec la loi Hoguet, qui ne la respectaient pas complètement. C'était ce qu'on entendait. Et on fait le travail, et je vais passer la parole à ça, mais juste pour dire, on fait le travail dans le rapport de montrer que ce n'est pas du tout le cas, et que la loi, elle s'applique pour tout le monde, et que la responsabilité, elle s'applique à tout le monde. Donc ça, c'était, je pense, un point important. Alors, je souriais pendant que vous parliez, non pas par rapport à vos propos, mais par rapport au débat mathématique et historique sur le chat. Est-ce que c'est 12 ans, 19 ans ou 20 ans? Apparemment, on se met d'accord sur 19 ans d'ancienneté pour les réseaux, et on fait référence à CAPI qui et je valide. En 2002. Et je valide, Voilà, c'est effectivement les 20 ans de CAPI France l'année prochaine. Voilà, ça c'est fait. Alors Sandra, opération remise à niveau et tordre le cou aux idées reçues. Dans les réseaux, est-ce que on a l'obligation d'avoir la même carte professionnelle que dans les agences, comment vous dites, vitrées, c'est ça, vitrine? Est-ce qu'on a les mêmes obligations de ce point de vue-là? Bien sûr. Un réseau de mandataires, c'est avant tout une agence immobilière, certes qui n'a pas de boutique physique, donc elle dépend bien sûr de la loi Hoguet. Et à ce titre, l'agence immobilière dispose donc d'une carte donc T, une carte de transaction si elle exerce la transaction, qui est délivrée par la CCI du siège social. Donc, les dirigeants qui dirigent ces réseaux ont bien sûr tous les diplômes, l'expérience, les conditions d'éthique et de bonne gestion qui sont demandées pour pouvoir obtenir cette carte T. Et comme toutes les agences immobilières, cette carte est renouvelée tous les 3 ans. L'habilitation, vous êtes soumis à tout ce qui est de près ou de loin concerne la lutte contre le blanchiment, etc. Vous y êtes aussi. Exactement, on a tout ça. Effectivement, tous les agents commerciaux, on effectue une démarche auprès de la CCI pour obtenir leur attestation personnelle et ils vont bien sûr respecter la réglementation, que ce soit la lutte contre le blanchiment d'argent, que ce soit la loi Hoguet et toutes les réglementations auxquelles nous sommes soumis. Alors, parmi toutes les questions qu'on avait reçues en amont de ce live, certaines concernaient l'obligation de formation continue instituée par la loi Allure et qui avait été d'ailleurs promue par l'UNISA en son temps. Est-ce que là aussi, les réseaux de mandataires sont soumis, pour ce qui concerne leurs collaborateurs, à ces obligations de formation continue? Bien sûr, on est tout à fait soumis à ces obligations de formation, mais je dirais plus qu'une obligation, c'est que je pense que la majorité des réseaux de mandataires basent aussi leur modèle sur promouvoir la formation parce que pour nous, c'est vraiment un outil primordial pour pouvoir accompagner au mieux nos clients qui soient vendeurs-acquéreurs. Donc, la réglementation, c'est 42 heures tous les 3 ans, dont donc la déontologie, la lutte contre la discrimination. Donc, effectivement, tous les réseaux dispensent des heures de formation et finalement, les conseillers en immobilier font d'ailleurs souvent bien plus que l'obligation légale. Les relations, beaucoup de questions aussi, et pour dire quelques pics aussi dans les questions qu'on avait reçues en amont, sur les relations entre le réseau et le mandataire. Est-ce qu'elles sont encadrées ou est-ce que c'est la jungle? Et non, c'est pas la jungle. Je sens votre réponse arriver, mais bon. Ce n'est pas la jungle. On aime les choses plutôt carrées et c'est important. Donc effectivement, comme dans une agence immobilière qui fait appel du coup à des agents commerciaux, nous faisons appel donc à des agents commerciaux qui donc sont mandatés par la tête de réseau. Donc on signe un contrat de mandat qui est encadré par le Code du commerce. Donc, grâce à ce contrat de mandat, ils sont mandatés pour prospecter, pour signer des mandats au nom et pour le compte de la tête de réseau. Contrairement à un agent immobilier, mais c'est d'ailleurs la même réglementation dans une agence immobilière, les négociateurs, les agents commerciaux, les conseillers en immobilier de nos réseaux, comme ceux des agences immobilières, ne peuvent pas signer de compromis ou les rédiger. Le statut de l'agent commercial, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il est agent commercial. Souvent, donc, il va utiliser un régime d'auto-entreprise, de micro-entreprise dans le début de son activité. Et puis, une fois qu'il aura passé les seuils de chiffre d'affaires, va bien souvent faire évoluer son régime. Mais c'est un agent commercial, c'est son statut. Alors, toutes ces idées qui ont circulé autour des réseaux, quelquefois, heureusement pas beaucoup, et les clients pourraient avoir quelques réticences ou quelques doutes. Comment vous qualifieriez la nature des relations entre le réseau et les clients?
C'est la même que dans une agence immobilière, hein. Les conseillers en immobilier sont mandatés pour représenter le réseau. Nous sommes les têtes de réseau, les agences immobilières. Nous restons responsables du coup du contrat commercial qui est noué entre le client vendeur-acquéreur et l'enseigne immobilière, qu'elle soit d'ailleurs tête de réseau ou agence immobilière. Donc, il y a le même niveau de confiance et de service qui va être garanti avec les mêmes obligations que nous remplissons, bien sûr, pour nos clients vendeurs et acquéreurs. Alors, je précise que Virginie Keller nous dit, je dirais même que nous sommes presque encore plus formés que les vitrés. Ce peut être pas tout à fait juste. En tout cas, c'est pas très sympa pour les vitrés, comme ils sont qualifiés ici. Ils sont formés comme vous. C'est bien ça que vous êtes en train de nous dire, Sandra. On a tous des obligations de formation, on a tous intérêt, et que ce soit dans les agences immobilières ou dans les réseaux de mandataires. Je pense qu'à partir du moment où on veut faire évoluer une profession, on contribue tous à la montée en compétences, mais c'est vrai que dans les réseaux de mandataires, on pousse vraiment beaucoup à la formation, et je pense que c'est dans le sens de l'histoire. D'ailleurs, la loi Allure a amené ça, et donc c'est important effectivement de se former. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications. Évidemment, vous intervenez dès lors que vous le souhaitez pour apporter les précisions que vous jugez nécessaires. Vincent, sur le marché de l'immobilier, parce qu'on va voir quelle est la place que prennent ces réseaux sur ce marché, d'abord sur le marché en lui-même, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la période 10 ans, 15 ans en arrière? Est-ce qu'il est en essor ou pas? Oui, alors 15 ans, c'est un peu long. Les cycles immobiliers sont un peu plus courts, disons, en tout cas depuis qu'on est sorti de la crise de 2008, hein, disons 2012-2011, en fonction de notre analyse. Mais les réseaux mandataires, c'est un modèle qui va bien sur un marché qui va assez bien aussi. Pour rappeler les grands chiffres, il y avait en gros plutôt entre 600 000 et 700 000 transactions dans l'ancien et dans le résidentiel en France, au fond, entre les années 2010-2015. Je sais de faire des moyennes, mais pour donner un ordre d'idée, ça fait 3 ans qu'on est autour du million. Donc, on est passé de 700 000 à 1 million. Alors, comment on peut expliquer cette augmentation? Première question. 2 raisons principales. D'abord, il y a une démographie qui est assez forte en France, donc il y a de plus en plus d'habitants, donc de plus en plus de ménages, donc de plus en plus de logements et donc forcément de plus en plus de transactions. Et le deuxième paramètre, c'est que les gens déménagent plutôt plus souvent qu'avant. Je pense que c'est assez lié, ça a été prouvé que c'était assez lié au fait que les parcours professionnels étaient plus accidentés qu'auparavant. C'est un peu fini l'époque où on restait 30 ans dans la même société, au même endroit. Aujourd'hui, on évolue, on change de vie. Et puis, bien sûr, on divorce plus, on décohabite davantage. Et donc, le nombre de transactions augmente. Deuxième chose à dire, le nombre de transactions intermédiaires augmente aussi, puisque le taux d'intermédiation, contrairement là aussi à une idée reçue, gagne chaque année quelques petits points. Alors là aussi, c'est difficile d'avoir des chiffres très précis, mais pour les gens qui nous regardent, on peut se dire qu'au fond, le taux d'intermédiation, il était plutôt de 60%. 55% dans les années 2010-2015 et il est plutôt aujourd'hui à 70% en comptant les 5% des notaires. Comment on explique ce besoin de conseil très fort? Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que je pense que l'objet résidentiel se complexifie un petit peu. Les logements ont de plus en plus d'équipements connectés et donc pour le vendeur moyen, c'est pas forcément facile, ou pour l'acquéreur moyen d'évaluer la valeur d'un bien. Il y a l'enjeu de la performance énergétique, de la rénovation énergétique des bâtiments. Quand j'achète une maison, est-ce que sa performance est bonne, pas bonne? Quels vont être le montant des travaux à effectuer? Enfin, je pense qu'on voit que l'objet du logement se complexifie un peu. Et dans le même temps, et je pense que l'année 2020 a été très importante pour ça, les Français se rendent compte que le logement, ce n'est pas un bien de consommation comme les autres. Ce n'est pas une voiture. On ne choisit pas son logement comme on choisit sa destination de vacances. Et on a un lien affectif très fort avec son logement. Et donc, dans ce choix qui est celui de vendre ou d'acheter, les Français s'expriment en disant qu'ils veulent de plus en plus de conseils. Et c'est pour ça que le taux d'intermédiation, il augmente. Donc, concrètement, le nombre de transactions intermédiaires était plutôt de 500 000 autour de 2015. Il est aujourd'hui plutôt de 700 000. Et donc, c'est un marché qui a considérablement cru en volume et qui a cru aussi en valeur, puisque les honoraires étant proportionnels au prix de vente et les prix de vente ayant plutôt vocation à augmenter. Alors, les réalités sont différentes d'un territoire à l'autre. Ça augmente très fort dans les métropoles, ça augmente un peu moins fort dans les territoires ruraux, mais du coup, le marché a encore plus augmenté en valeur qu'en volume. Et donc, c'est un marché qui va bien. La question, c'est celle des années qui viennent. Il n'est pas sûr que le marché continue à augmenter fortement en volume. Je pense que le million de transactions, le 1,1 million est peut-être un point haut. En revanche, peut-être qu'il augmentera en valeur avec plus de services, plus de valeur ajoutée de la part des
des intermédiaires. Est-ce que vous avez des éléments sur les parts de marché, la répartition des parts de marché? Vous avez d'autres, dans votre rapport, vous avez pu aller plus loin sur l'état des lieux de ce marché immobilier? Oui, je laisserai Olivier Descamps rentrer dans le détail des parts de marché telles qu'elles existent aujourd'hui, notamment en rappelant que les agences physiques vitrées gardent encore aujourd'hui le plus gros du marché. Mais le chiffre à retenir pour les réseaux mandataires, c'est que la part de marché était environ de 3% au début des années 2010 et qu'elle est aujourd'hui de 20%. Je raisonne bien en part de marché en prenant comme dénominateur le nombre de transactions intermédiaires. Donc, au fond, 140 000 sur les 700 000 transactions, ce qui nous amène à 20% aujourd'hui. Olivier Descamps, votre micro est donc ouvert. Cette croissance des réseaux, c'est une question qui est importante, qui pourrait expliquer quelques tensions au sein même de la profession. Est-ce qu'elle s'est faite au détriment des agences immobilières traditionnelles? Non, je ne crois pas. Comme le disait Vincent, si on parle un peu chiffres, sur le million de transactions, 700 000 ont été faites par les professionnels. Dans ces 700 000, 75%, 74% par les réseaux qu'on va appeler vitrés, d'agences vitrées, 20% par les réseaux de mandataires, 5% pour les notaires et 1% pour les agences complètement digitales. Tout à l'heure, ce que disait Sandra, ce qui est important, c'est de porter haut la profession, le métier. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition entre les agences vitrées, appelons-les comme ça, et les mandataires. Ce qui est important, c'est que chaque acteur professionnel arrive à montrer la valeur ajoutée de confier sa transaction, qu'on soit acquéreur ou vendeur, à un professionnel plutôt que de passer de particulier à particulier. Donc très souvent, je réponds, s'il y avait un combat à faire contre, ce n'est pas contre les mandataires, ce n'est pas contre les vitrés, c'est contre le particulier à particulier, si je puis le dire comme ça, pour montrer la valeur ajoutée, Vincent vient de le dire, la complexité de vendre un bien. Aujourd'hui, on sait que les critères ont beaucoup évolué. Donc, je pense que ça ne se fait pas au détriment d'eux. Je pense que c'est l'addition du professionnalisme des réseaux de mandataires comme des réseaux traditionnels qui vont augmenter la part de marché des professionnels. Il y a combien d'indépendants au total? Aujourd'hui, on estime en France à environ 80 000 indépendants en France. Donc, comme le disait tout à l'heure Sandra, répartis dans les réseaux ou en agents commerciaux attachés à des réseaux d'agences vitrées. Et sur ces 80 000, il y a un peu plus, on estime à 42 000 mandataires immobiliers sur ces 80 000 qui sont, eux, attachés à des réseaux de mandataires. Vincent nous disait que ce marché de l'immobilier était appelé à se développer. Il sous-entendait que la part des réseaux était également appelée à se développer. Est-ce que vous partagez cette analyse? On partage cet enthousiasme tous, clairement, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a des sujets, mais Olivier en parlera tout à l'heure, il y a des sujets qui concernent la société, l'envie de liberté, l'envie d'être son propre patron, l'envie de pouvoir gérer son temps, sont des éléments moteurs pour de nombreux Français pour rejoindre des réseaux mandataires. Deuxième élément, cette notion de proximité. On l'a dit tout à l'heure. Le consommateur, le vendeur, l'acquéreur veulent de plus en plus de conseils. Et aujourd'hui, la proximité locale, le service qui est apporté par les mandataires auprès de leurs clients sont des éléments qui vont porter ça. Et le dernier élément, qui est plus, lui, mathématique, c'est que la courbe de croissance que nous voyons aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur qui nous démontre que cette courbe va s'arrêter. Donc aujourd'hui, les croissances qu'ont les réseaux mandataires, tout à l'heure on donnait les chiffres, 3% pour passer à quasiment 20%. On estime aujourd'hui, à horizon 2023, que les réseaux de mandataires auront globalement 60 000 mandataires au sein de leur réseau. C'est à peu près la projection qu'on a. Donc une progression de l'ordre de 50% jusqu'en 2023. 40 000 aujourd'hui, 60 000 à l'horizon 2023. Oui, c'est la trajectoire. Ce désir d'entrepreneuriat, Vincent Pavanello, dans votre rapport, vous l'avez un peu creusé, vous avez essayé de comprendre un peu mieux? Alors oui, on a essayé de le comprendre, et puisque on fait référence aux origines des premiers réseaux, moi j'ai tendance à dire que le succès des réseaux mandataires, il est dû à la vision de leurs fondateurs, et notamment la vision selon laquelle on peut très bien faire ce métier sans agence vitrée. C'était quand même une vision très forte. Aujourd'hui, tout le monde consomme sur son téléphone, sur son ordinateur, mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il fallait avoir cette vision-là. Et la deuxième raison, c'est que la société a évolué. Et ça, c'est ni la faute, ni grâce au réseau mandataire. C'est un fait exogène qui est très fort.
le désir d'entreprendre est immense. Et je ferai une anecdote personnelle. Je fêtais mon anniversaire vendredi soir et le dîner n'a tourné qu'autour de gens qui étaient salariés depuis 2-3 ans, qui sont sortis de l'école en même temps que moi, et qui tous disaient, mais vraiment c'était unanime, je ne veux pas de ce monde-là, je cherche une voie vers l'indépendance. C'était vraiment massif comme volonté. C'est juste pour dire que je pense qu'en plus, il y a un biais générationnel qui fait que les jeunes vont avoir une soif d'indépendance encore plus forte, une soif d'organisation plus horizontale, où au fond, mon N plus 1 dans une grande boîte qui est un mercenaire, qui ne m'a pas nommé, que je ne connais pas, qui vient d'arriver, j'ai du mal à lui reconnaître une crédibilité et puis une légitimité. En revanche, dans un réseau d'entraide, de solidarité plus horizontal, je m'y retrouve. Et donc, je pense que ce modèle-là, il correspond tout à fait à ce qui est une attente très forte de la part de la génération qui arrive. Donc, la vision des entrepreneurs et puis la société qui évolue, ça me paraît être les deux éléments qui expliquent aujourd'hui le succès. Olivier Colcombé, je précise Colcombé comme on a plusieurs Olivier autour de la il y a que ça. Préciser ce qu'attendent les mandataires quand ils rejoignent des réseaux comme Capi, comme Opti ou comme les autres. Mais je pense qu'en tout cas, le désir d'indépendance et d'organisation plus horizontale, quelque chose de très, très fort. Et encore une fois, encore plus fort chez les jeunes générations. Pardon pour cette anecdote personnelle, mais parce qu'elle m'a vraiment marqué. Je me suis dit, effectivement, il se passe quelque chose quand même dans la société française. Olivier Colcombé, vous partagez évidemment ce regard. Alors, vous n'avez pas ouvert votre micro. Vous essayez de concurrencer Alain Mullier. Alors, je disais, oui, effectivement, voilà. Je disais, comme c'est la tendance, déjà, je peux vous dire que l'anecdote de Vincent est vraie, donc il prend 1 point, parce que c'est vraiment très fréquent. Il n'y a pas qu'à l'Élysée que les candidats nous partagent leur désir de s'émanciper d'un contrat de travail pour aller vers plus de liberté. Il s'avère que la force de nos réseaux, c'est aussi de les accompagner, de les soutenir, de les développer, parce qu'on va chercher des talents. Et ces talents, on en fait des professionnels de l'immobilier que l'on développe et que l'on accompagne et qui nous accompagnent. Ça, c'est un autre élément critique. Il y a un équilibre entre le réseau et le conseiller indépendant qui est très sain. On a besoin les uns des autres pour réussir. J'ai envie de comparer au rôle d'une franchise, Gabi, sans les coûts d'entrée, mais avec la force des économies d'échelle, avec la visibilité, la notoriété et l'indépendance, bien évidemment, qui a été citée par Vincent, mais dans le collaboratif. Je ne suis pas tout seul, mais je suis libre et autonome. Ça revient systématiquement, c'est très important. Un autre élément, et j'en citerai 3 au total, c'est la rémunération. Parce là, c'est important, pardonnez-moi de vous couper, parce qu'on a eu beaucoup de questions. Et comme vous avez fait appel à un journaliste pour animer ce live, il va vous en relayer quelques-unes. Mais la tonalité, c'est oui, ils sont bien gentils dans les réseaux, mais côté rémunération, ils ne sont pas très généreux. Alors, c'est intéressant parce que la rémunération, effectivement, ça fait exactement 19 ans que le modèle a trouvé sa place et a progressé. C'est la répartition de la chaîne de valeur qui me semble être un autre élément critique. Quand on est conseiller dans un réseau dit de mandataires, on a 70 à 98% de la commission d'agence, donc de la part des honoraires payés par le vendeur ou l'acquéreur. C'est excessivement élevé, puisque je suis sûrement pas pour la polémique et la mise en opposition, mais historiquement, dans une agence vitrée, les acteurs étaient plutôt à 25, 30, parfois 40% de cette commission. Et donc, il y a 2 choses, il y a 2 lectures. La première, c'est d'avoir un gain, bien évidemment, sur cette répartition pour l'acteur, qui est finalement la force de vente, on peut le voir comme ceci, et qui a toute la relation client, et ça c'est critique, dont la mise à disposition des services. Et le deuxième élément, c'est que le métier a changé, et ça nous permet de réinvestir, 1, sur l'homme, c'est le conseiller en immobilier, 2, sur la diffusion. Donc depuis une dizaine d'années, les coûts de diffusion sont très élevés, et 97% des projets immobiliers débutent par une rencontre d'un bien sur le web et non pas sur une petite affichette. Donc ça, c'est un autre élément critique. Et aujourd'hui, on continue parce que les outils sont nécessaires. La data vient renchérir, bien évidemment. Et je crois qu'il est important de souligner finalement que cette chaîne de valeur, probablement le compte des résultats d'un agent ou d'une agence immobilière ne permettrait plus de la même façon, qui plus est
dans une grande partie de la France, je ne parle pas de Paris 8e ou 16e, mais dans une grande partie de la France, de ne pas assumer ces coûts. Donc ça, c'est très important de voir cet élément chaîne de valeur, répartition de la plus-value entre les différents acteurs. Bien. Autre question qui revient très souvent, du coup, hein, c'est la conséquence de l'attractivité apparemment des réseaux et ce goût pour l'indépendance qu'exprimeraient les nouvelles générations. Est-ce que l'essor des réseaux ne fait pas d'ombre aux employeurs et aux agences traditionnelles? Alors, on l'a vu, il y a deux façons de rentrer dans ce sujet. Il y a ce qu'on appelle le 2C, la relation avec le client final, et le 2B, le recrutement de ces conseillers, de ces équipes qui viennent travailler sous la même bannière. Bien évidemment, le modèle est plus flexible, il est plus adapté, il est plus résilient et il match, il correspond à des attentes, Vincent l'a souligné, d'une génération. Et d'ailleurs, on constate qu'il y a une forte augmentation du nombre de candidats qui sortent directement de formation immobilière. Je fais un BTS immobilier, je rejoins un réseau. Ce n'était pas le cas, très sincèrement, il y a 7-8 ans. C'est en forte accélération et ça correspond bien sûr à une crédibilité que nous avons acquis sur le marché, mais aussi à des attentes d'une génération qui recherche cette autonomie. C'est important. Alors, quand nous avons à peu près dans nos réseaux une vingtaine de % de nos conseillers qui nous rejoignent après être passés en agence, c'est assez peu linéaire entre la France des campagnes, la France des villes, des périphéries ou des grandes métropoles. Donc là aussi, il y a un élément, c'est que je peux, et le confinement a accéléré cette mutation sur 2020-2021, puisque je suis capable de retourner dans ma région d'origine et d'avoir cette activité, assez souvent d'ailleurs pour l'un des deux, puisque si je fais du pendulaire, je ne vais pas être capable c'est pas jouable d'avoir 2 emplois à Paris et à la Défense. Donc, il y en a un qui fera le fameux pendulaire qui reviendra 2 ou 3 jours et l'autre qui pourra se développer en local dans une région qu'ils aiment, dans laquelle ils veulent s'épanouir et s'ancrer. Et bien évidemment, le modèle répond aussi à un ancrage local, d'activité, jusqu'à preuve du contraire, les maisons ne sont pas exportables, et de relations sociales, puisque je m'ancre dans la ville, le village où j'ai envie de m'établir. Donc ça me semble quand même très, très important. Et puis, si on fait le parallèle, employeurs, nous ne sommes pas employeurs, puisque ce ne sont pas des salariés, mais nous créons de l'emploi avec cette autonomie et ce penchant, cette attirance, cette adhérence qui ressort aujourd'hui. Donc forcément, quand vous en arrivez là, Gabi, c'est très attrayant et donc ça réussit. Est-ce que lorsqu'on devient indépendant dans un réseau, est-ce qu'on entre dans un réseau, on y reste? Ou est-ce que c'est un passage? Puisqu'on a un peu de recul maintenant, hein, on a quoi, bien sûr, ans d'après le combat de chiffres qu'on a mené. Je peux vous dire que nous avons fait des analyses sur des durées longues. Les 5 ou 6 dernières années, la durée de présence dans nos réseaux n'a pas évolué. Donc, on a bien évidemment un virage critique, vous l'avez compris, dans son organisation personnelle. Donc, la première année, certains réalisent qu'ils ne sont pas adaptés à ce modèle, hein, qu'ils ont besoin de plus d'encadrement, de plus de suivi, d'encore plus type régime salarié, hein, et ou potentiellement qui sont d'ailleurs pas faits pour l'immobilier. Mais quand les conseillers dépassent 1 an, voire 2 ans, le taux, le fameux turnover, le taux de départ, baisse. Et là, il y a une stabilité des plus de 3 ans qui est remarquable. Et d'ailleurs, je tiens à le souligner, cette stabilité, Vincent Vanello, dans son rapport en page 66 de mémoire, aborde la rémunération. Il souligne la rémunération à 30 000 €, ce qui fait 2 500 € par mois. Si on le compare à ce qu'avait annoncé l'un de nos présidents avec 2 500 €, si vous vous souvenez, donc on est déjà bien positionné, parce que les 2 500 de mémoire, c'était pour un couple. Et nous, on constate que dans nos réseaux, à partir de la 3e année, c'est 66 000 de moyenne. Donc, on est sur une rémunération qui est plus qu'honorable. Donc, on voit bien que, oui, bien évidemment, il y a une montée en puissance. Il faut s'approprier les outils, il faut connaître les biens locaux, il faut faire des estimations, il faut tisser un réseau. Une fois que j'ai ce maillage, si je suis fait pour ce business, comme tous les autres, je m'installe et ma progression est intéressante. Et les meilleurs font 10 fois plus que le chiffre que je viens de citer, pour rien vous cacher.
Je précise à celles et ceux qui sont avec nous, qui ont la possibilité de poser des questions, je vais les relayer. Là, on est plutôt dans les commentaires. Je vous en livrerai quelques-uns dans une poignée de secondes. Je voudrais simplement demander à Sandra et à l'autre Olivier si ils confirment ces profils qui veulent rejoindre ces réseaux. Est-ce que c'est ce désir d'indépendance? Ce sont des profils très particuliers. Il faut être plus qu'autonome, il faut savoir organiser sa journée, il faut savoir garder un rythme de travail. C'est quand même des caractères particuliers, non? C'est des caractères particuliers, oui et non. Je pense aussi que ça correspond finalement à une tranche de vie. Jusqu'à présent, nous, c'était surtout effectivement des gens qui avaient peut-être au moins une dizaine d'années d'expérience et qui justement avaient acquis la maturité professionnelle, la capacité d'organisation et qui avaient déjà levé un peu quelques freins par rapport au monde du travail et qui cherchaient l'indépendance. Aujourd'hui, et Vincent l'a souligné tout à l'heure, c'est vrai que les gens sont de plus en plus jeunes. Les plus en plus jeunes sont de plus en plus attirés par l'indépendance. Donc, même quand on est jeune aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'indépendance. Donc, je crois que ça correspond aussi à l'ère du temps. Les gens osent plus, ont plus envie. Et puis surtout, je crois que ce qui est… moi, ce que j'aime beaucoup dans nos réseaux, et je trouve que ce qui est génial, c'est que finalement, on devient indépendant, mais en même temps, on n'est pas seul. Devenir indépendant, c'est pas juste prendre les clés, puis partir, et puis être tout seul sur un bateau, dans un océan. C'est pas du tout ça. C'est vraiment intégrer une équipe, participer à une aventure, être soutenu par un réseau. Donc, quelque part, c'est être indépendant, être libre, mais être bien accompagné. Ça, je crois que c'est aussi la grande force des réseaux comme les nôtres. Olivier Descamps. Oui, je confirme. Je pense que pendant longtemps, ça a été une reconversion. Maintenant, on se rend compte que les personnes qui nous rejoignent sont de plus en plus jeunes et c'est un vrai choix de vie. Vincent l'a dit sur la liberté, l'entrepreneuriat. Ça, c'est important. L'accompagnement des réseaux, tout à l'heure, quand tu disais, Gabi, il faut apprendre à s'organiser, à être indépendant. C'est aussi ce qu'on donne, nous, dans les formations. Quand Sandra disait qu'on était très axé là-dessus, il y a un gros accompagnement sur comment vous accompagner à gérer votre propre vie professionnelle, comment à gérer votre emploi du temps, comment gérer votre temps, comment gérer votre équipe pour ceux et celles qui en ont. Donc, je confirme totalement tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y a un vrai changement de société, un vrai changement de mentalité, et pas que lors de l'anniversaire de Vincent. Ça se passe, je pense, profondément dans la société. Et je pense que le profil d'Agenco mandataire en immobilier y répond complètement. Par un métier qui est plutôt un métier avec une pénibilité physique qui n'existe pas. Aujourd'hui, le métier est plutôt sympa. On accompagne des projets de vie, on accompagne des changements de vie, on accompagne du bonheur, on accompagne des gens qui changent de maison parce que la famille s'agrandit, parce qu'ils ont un projet de vie, parce que c'est une rente secondaire, bref, parce que c'est l'appartement de l'enfant qui devient étudiant. Donc, on a tous ces projets de vie-là. Donc, le métier est sympa, le métier donne du plaisir, le métier renvoie beaucoup de reconnaissance des clients également à ceux qui le font. Et en plus, je peux le faire maintenant en indépendant, en liberté, en gérant mon temps et en étant accompagné par une tête de réseau qui me soutient. Donc, je pense que c'est la conjonction de ces éléments-là qui font aussi la réussite. Vincent Pavanello, dans le rapport, est-ce que vous avez un paragraphe peut-être dans la fin du rapport sur finalement c'est la clientèle qui est encore au cœur de l'activité de ces réseaux, de leurs préoccupations. L'essentiel, c'est quand même ça, servir la clientèle. Alors, je dirais deux choses. D'abord, servir leurs mandataires, puisqu'ils sont indépendants. Et là, moi, ce que j'ai appris en écrivant le rapport, et notamment sur la question de la formation, c'est que globalement, un réseau qui serait moins disant en termes de formation et qui dirait « je vais faire des économies sur la formation », il n'attirerait plus personne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une concurrence très saine entre les réseaux pour offrir la formation la plus complète, l'accompagnement le plus fort, le modèle de parrainage et au fonds de solidarité le plus complet. Et en fait, moi, je trouve que c'est très… Alors là, on a les trois, même les quatre plus gros acteurs, puisqu'Olivier Colcombert en représente deux, qui se tirent la bourre pour avoir la meilleure offre. Et ça, c'est très, très sain. Et donc, ça, c'est la première chose, c'est comment ils répondent le mieux à leurs mandataires. Et moi, ça, j'ai été bluffé par ça. C'est quand même cette volonté-là et c'est très rassurant. Moi, je crois beaucoup à la concurrence, donc c'est très rassurant. Deuxième niveau de concurrence, c'est effectivement au niveau du client final. Le client final, il a le choix sur tous les marchés. Sur tous les marchés, il a au moins, parmi les différentes offres que j'ai grainées tout à l'heure, vitré, notaire, agence en ligne, réseau mandataire, il a au moins deux choix et en réalité, souvent, il a tous les choix. Et c'est lui qui, in fine, choisit. Et là, d'une certaine manière, le marché est en train de parler. C'est-à-dire que les gens, malgré tout ce qu'on pouvait dire et ce que pouvaient dire les détracteurs, font de plus en plus confiance au réseau mandataire.
Pourquoi est-ce qu'ils font confiance? Parce qu'un de leurs amis a fait confiance et que ça s'est bien passé. On peut prendre 1% de part de marché avec un coup de chance, où effectivement, on a fait une vente dans chaque région et puis ça s'est mal passé, puis on a fermé la boutique et puis personne ne l'a su. On ne peut pas faire 140 000 ventes par hasard. Hein, c'est que clairement, il y a des gens qui sont contents et qui disent j'ai bossé avec Safety, j'ai bossé avec IAD, j'ai bossé avec Capi, Optimum, ça s'est bien passé, voilà, je te recommande la personne, tu peux l'appeler de ma part et ça fonctionne bien. Donc, à la fin, le client est choisi. Alors, là-dedans, puisque je vois une remarque dans les commentaires, je me permets de réagir, il y a la question du montant des honoraires, mais c'est quand même marrant, on parle depuis 47 minutes, c'est la première fois qu'on parle du montant des honoraires, ce qui montre bien que c'est un sujet, mais que ce n'est pas du tout le sujet central. Il n'empêche que c'est quand même un point qui peut être important. Moi, j'estime que l'écart moyen de la commission, il est entre 1 500 et 2 000 euros, hein, entre la commission d'une agence traditionnelle et puis la commission d'un réseau mandataire, entre 9 000 et 7 000 ou entre 10 000 et 2 000, ça va dépendre du cas. Ce n'est pas neutre, hein, 2 000 euros d'économie, mais encore une fois, vous le voyez, et puis sans qu'on se concerte, on voit bien que c'est un argument qui vient assez tard. Je pense que l'argument le plus fort, et ça revient à l'évolution de la société, c'est que quand on a un conseiller d'un réseau mandataire indépendant en face de nous, on sait qu'il va réussir la vente et il va se donner pour que la vente réussisse parce que c'est son business, c'est son métier. Il n'est pas là pour faire plaisir à son patron ou à son entreprise, il est là pour gagner de l'argent et pour bien répondre aux désirs de son vendeur. Et moi, quand demain je vais vendre l'appartement dans lequel je suis là, à la limite, peu importe l'enseigne, peu importe le modèle, ce que je veux, c'est que la personne qui vient de le vendre, il soit totalement engagé dans la vente parce que pour moi, c'est un changement de vie comme cette vie très important. Et quand la personne, c'est son entreprise, c'est ce qu'il fait vivre et c'est au fond sa raison d'être, je trouve que c'est beaucoup plus rassurant que quand c'est, encore une fois, une personne d'une grande entreprise, d'une grande organisation qui, au fond, si la vente ne se fait pas, elle ne se fait pas, puis il fera autre chose. Donc, je pense que ça, c'est très important aussi, la capacité à dire, c'est mon business et je suis très commit, on dirait en anglais, mais en tout cas très engagé. Ça, c'est très fort, je pense. Olivier Colcombe, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je trouve très intéressant de voir que on adhère à un épanouissement personnel. En France, reconnaissons qu'il y a un intérêt pour le produit qui est très, très important. La décoration, l'habitat, c'est vraiment des sujets aussi qui font vibrer. D'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi que globalement, on a 49% de femmes et 51% d'hommes. Rares sont les professions avec un tel équilibre, et c'est un signe magnifique hein, de capacité à s'organiser, bien évidemment, et à avoir le même rôle, voire probablement un peu plus de subtilité, parce que cet accompagnement, ce sens du service et de l'accompagnement. Et quand vous avez en face de vous un agent qui est finalement un patron responsable, tiers de confiance, qui se consacre à ses clients avec les outils adaptés, la force de vente, les avantages qu'une grande marque peut mettre à disposition, mais aussi la puissance de sa propre personnalité, le client final, il célèbre et puis, et j'ai envie de dire, il consomme. Et il ne se pose pas la question d'ailleurs, il ne se pose jamais la question de savoir si face à lui, il a un indépendant mandataire ou il a un salarié. Ce qu'il veut, c'est quelqu'un de comité, comme disait Vincent, d'engagé à ses côtés pour réussir sa vente ou son achat. Et c'est ce à quoi répondent nos conseillers. Patron responsable, c'est là la fibre entrepreneuriale. J'ai une question très personnelle de Béotien, et vous pardonnerez la naïveté, mais lorsque vous dites que l'indépendant, le commercial peut avoir jusqu'à 100%, c'est Samuel Co qui nous dit 100% de la vente, vous vous rémunérez comment, vous, les réseaux? Alors, et quels sont, pardonnez-moi, et quels sont en contrepartie les services que vous donnez à ces indépendants? Juste très rapidement, que ceux qui nous écoutent, pas ceux qui nous écoutent et qui sont du métier, mais les autres, que ça soit clair. Bien sûr. Gabi, en fait, je ne connais pas de business model où je donne 100% de la marge, j'assume les charges et ce n'est pas le nôtre. En revanche, il y a un point important, c'est que les rémunérations, très souvent, sont par palier. Donc, jusqu'à 50 000, je prends 70%, jusqu'à 60, 75, 70, vous voyez, et au-delà d'un certain montant, qui est souvent entre 150 et 200 000, 250 000, le conseiller donc, va prendre 98%, ou pourrait prendre 100%, mais il ne prend pas 100% dès le premier euro. Ce n'est pas possible, ce n'est pas viable, et vu les investissements que les réseaux ont à mettre en face, c'est juste impossible et impensable. Donc, c'est important de vraiment rappeler que c'est sur des paliers, et ça va être sur les tranches les plus élevées, c'est un peu comme les impôts inversés, si je peux me permettre, que le conseiller aura cette rémunération amplifiée
Et c'est ce qui fait l'équilibre au sein de nos réseaux, effectivement. Alors, Samuel Code qui nous propose une équation à pas d'inconnu, puisqu'il a tous les chiffres. 100% après un chiffre d'affaires de 80 000 euros, on a 55 000 agents, soit une grosse marge, soit l'économie des grands nombres. Voilà qui est clair, simple et précis. Une question qui nous a été posée par Anthony Thiriakian. Comment voyez-vous l'arrivée massive des agences digitales? Est-ce qu'elles ne sont pas le nouveau modèle à suivre, tel que le vôtre l'était il y a peu? Ils étaient en train de vous dire, est-ce que vous n'êtes pas déjà périmé? Je peux répondre, c'est une bonne question et je salue Samuel qui a un modèle ultra digitalisé. Mais aujourd'hui, ce qu'on l'a dit et on le dit régulièrement, ce que recherche majoritairement, et c'est Sandra qui l'a dit, la notion d'entraide, la notion de proximité, la notion du vivre ensemble, la notion du indépendant mais jamais seul. Je reprends une formule qui est un peu une formule d'Olivier, en même temps, je me permets, mais effectivement, ça c'est fort. Donc, et on voit aujourd'hui que les réseaux full digital, on va les appeler comme ça, c'est-à-dire sans, on l'a vu dans les parts de marché, Vincent pourra me corriger, je crois que ça représente 1% du volume des transactions. Donc aujourd'hui, c'est possible, ça peut attirer. Moi, je continue à dire, moi je suis de ceux qui disent qu'il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, je pense que l'évolution de la société, au sens sociétal du terme, c'est de la relation humaine, de la proximité, de l'entraide, de la formation, de la vraie vie, et d'avoir du digital au service de ces relations humaines et pas des avatars qui vont dans des salles froides où on ne se reconnaît pas. Et donc, je pense qu'on a vraiment, c'est vraiment ça qui est important. Et nous, on le voit, on vient de passer tous 1 an de confinement et dans tous les réseaux, je pense, de façon générale, les gens, qu'est-ce qu'ils attendent? De pouvoir se revoir. Donc, on a fait des formations en ligne, on a fait tout ça, on a fait des classes virtuelles. Parfait, on a tenu pendant 1 an tout ça et ça s'est bien passé. Et là, on n'en peut plus, même si on est très heureux d'être ensemble, vous avez vu, là, derrière nos écrans. Mais enfin, donc, il y a une vraie volonté d'être ensemble, tu vois, je pense. En présentiel, ça sera mieux. Dites-moi, une question, là, peut-être pour Sandra, si un mandataire a un problème, est-ce qu'il n'y a pas une obligation du détenteur de la carte d'être disponible sur le lieu du mandataire? Vous avez vu cette question, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je ne comprends pas exactement le sens de cette question, mais en fait, c'est comme dans une agence. S'il y avait un problème, de toute façon, aujourd'hui, les moyens de communication font qu'on peut très rapidement se retrouver partout en France. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, je ne vois pas exactement précisément ce que pourrait être ce problème. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, si le titulaire de la carte a besoin d'être dans n'importe quel endroit de France, franchement, c'est extrêmement rapide. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Stéphane Collin qui nous dit, est-ce que l'image du mandataire ne renvoie pas à un modèle low cost, presque Uber, dont les montants des honoraires sont finalement des leviers pour convaincre les clients? Nous voyons des modèles qui sont à 2 000 euros, c'est pas tout à fait la même chose. Qui répond à ça? Moi, je veux bien répondre parce que sur le modèle à 2 000 euros, je me suis déjà exprimé la semaine dernière et ça a fait beaucoup jaser, mais je vais répéter ici pour que ma position, je pense qu'elle est assez partagée ici, soit bien connue. Moi, je suis à l'aise sur le sujet des agences en ligne. Les gars qui ont monté ces boîtes-là, ils étaient à l'école avec moi, c'est des copains, je trouve ça super intéressant, je les suis. Même eux reconnaissent qu'ils adressent une toute petite partie du marché. Les biens hyper liquides dans les métropoles où globalement on peut vendre très vite, très facilement, et ils assument que leur modèle est valable que là-dessus. Et d'ailleurs, ils avaient tous commencé à 2 000, 3 000, ils sont tous à 5. Moi, je pense, c'est mon estimation, qu'ils vont finir à 6-7. À 6-7, on est au fond au prix des mandataires dans plein de territoires en France. Donc, l'engagement et la promesse de la rémunération fixe, elle est une offre commerciale forte que dans quelques territoires en France où le prix de l'immobilier est très cher. N'oublions jamais que Paris Intramuros, c'est 20 000 ventes par an. Sur le comparaison, c'est rien du tout. Et aujourd'hui, les agences sont assez fortes à Paris Intramuros et pas beaucoup ailleurs. Voilà, c'est juste pour rappeler ça. Sur le modèle à 2 000 euros, effectivement, une boîte qui se présente comme telle aujourd'hui dans le sud de la France, moi là, je suis plus critique. Parce que pour moi, là, il y a une vraie, en tout cas, une promesse qui n'est pas claire. C'est-à-dire que c'est une offre PAP++. En gros, vous payez un service pour que votre offre et votre annonce elle soit sur différents réseaux et ça a une valeur de faire ça, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une agence immobilière. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai non-dit là-dessus. Et comme je dis souvent, 2 000 euros, ce n'est pas cher pour un agent immobilier ou pour un conseiller immobilier. C'est très cher pour un PAP++. Et voilà. Et en plus, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant sur ce type de modèle. L'introduction en bourse de cet acteur avec un document d'information remis à Euronext qui est franchement honteux
dans les hypothèses qui sont prises du début à la fin, me semble être en plus assez dangereux pour les épargnants qui restent sur ce truc-là. Donc là aussi, moi, c'est ma position, je l'assume, c'est que la mienne. Mais on fait en sorte quand même d'avoir des règles communes dans ce truc dans ce marché de l'intermédiation. Et on voit que les dialogues ne sont pas toujours faciles, mais qu'on essaye de les avoir. S'introduire en bourse en disant qu'on va être leader du marché en 2 ans, ce qui voudrait juste dire multiplier par plusieurs milliers ce qu'ils font aujourd'hui, ce qui est statistiquement totalement impossible. C'est mentir aux épargnants qui vont suivre et c'est mentir aux clients. Donc là, je pense que sur ce modèle-là, pas toutes les agences en ligne, mais sur ce modèle-là, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Voilà, c'est ma position. Sinon, vive l'innovation, vive les nouveaux modèles, c'est toujours intéressant. Oui, Est-ce que Daniel Dubrac peut nous rejoindre? J'avais peut-être une question à lui poser dès lors qu'elle sera de nouveau avec nous. Apparemment, elle a des problèmes de liaison qui font qu'elle va… Gabi, j'ajouterais que nous avons opté pour le figital, physique et digital. Et à nouveau, c'est pas, nous sommes digitalisés depuis le mandat jusqu'à l'acte. Donc toute cette partie digitale, nous l'avons, mais nous croyons qu'une présence physique et un service, donc en face d'une rémunération, et c'est ce que soulignait Vincent, il y a un engagement de niveau de service. Plus la profession fournira un service élevé, et ça fait la boucle, bien évidemment, avec la formation, entre autres, et cette connaissance précise de son marché, plus la profession apportera un niveau de service élevé, plus la contrepartie sera présente et l'appétit des Français. Une vente pour un propriétaire vendeur, une vente réussie, c'est aussi un prix, c'est une durée, c'est une exposition du produit. C'est pas que un montant d'honoraires. En face, il y a une prestation. Et cette prestation, c'est un accompagnement depuis le DPE, parfois les problèmes d'ajustement, d'alignement, de mairie. C'est très, très large. Il y avait une question qui portait sur… alors, ça va vous faire plaisir, ça peut-être. On dit, est-ce que vous allez vous marier bientôt? Est-ce qu'il va y avoir des fusions de réseaux? Est-ce que vous allez, vous aussi, être dans ce mouvement? Olivier, Sandra et l'autre Olivier. Avec Sandra à la rigueur, mais avec Olivier, non. Je veux bien me marier avec Sandra, mais… On en reparle là quand même. Si Sandra est d'accord, est-ce je que préfère Sandra qu'avec Olivier. Concentration en vue ou pas dans le secteur? En tout cas, ce n'est pas d'actualité. Pas à ce stade. Pas à ce stade. On est dans une concurrence saine et intéressante, challengeante. Oui. Daniel, vous avez vu, on est quand même dans certaines remarques qui nous sont adressées par celles et ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. On a quand même quelques regards un peu ironiques vers ce que nous dit Anthony Thiriakian. Il nous dit les agences de papa. Il dit, vous avez vu, ces agences, nous, les agences, on propose des coûts beaucoup plus faibles qui peuvent bien évidemment attirer des clients, vendeurs ou acquéreurs, sous-entendu par rapport aux agences de papa. C'est bizarre, ça. Il y a quand même encore la cohabitation n'est pas si simple. Daniel, vous m'entendez ou pas? Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? On vous écoute. Mais… Très bien. Oui, écoutez. Non, ce qu'il faut, c'est que d'abord, les deux dispositifs sont complémentaires. Effectivement, il peut y avoir de tout en ligne ou pas. Je pense que quelque part, le fait d'avoir une relation en face à face entre un acquéreur, un vendeur et un intermédiaire, c'est important. Le combat, il est ailleurs. Le combat, il est dans la réglementation qui ne doit pas se durcir, dans, par exemple, les contrats de location classe E qui vont disparaître en 2034 si on ne fait pas chacun d'entre nous une explication de texte auprès de nos pouvoirs publics que l'on comprend par rapport à la rénovation énergétique. Le combat, il est dans l'amélioration de la réglementation, de la compréhension, ne pas aller trop vite. Sur le DPE opposable, les logiciels au 1er juillet sont toujours pas disponibles. Voilà, c'est dans l'explication de texte aux personnes. Il faut plutôt aller vers l'intermédiation, mais en regardant les deux modèles. Ça correspond à des besoins soit du client, soit de l'individu quand il est salarié ou qu'il est travailleur indépendant. C'est plutôt ça le combat. Après, effectivement, il peut y avoir des effets d'annonce, des gens qui ont des sous pour pouvoir faire des annonces, y compris à travers les médias. On verra bien les résultats. Je pense que de toute façon, l'intérêt, c'est que le client, le consommateur, il trouve son compte et le consommateur, il ira bien là où ça marchera. Oui, et cette histoire de modèle à la papa, les vieux, les jeunes, etc., ça me rappelle Corneille. Vous vous souvenez Corneille?
Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Attention, les modernes d'aujourd'hui seront les anciens de demain, donc pas d'excès dans les expressions. Hein. Vous êtes d'accord avec nous, messieurs? Hein? La jeunesse est un état éminemment précaire qui ne présage rien de bon. La modernité fait partie de cette jeunesse-là. Juste, réponse très rapide. Dominique d'Autremont nous dit, est-ce que les réseaux mandataires prennent le métier immobilier comme produit de base pour vendre à leurs mandataires leurs produits informatiques, web ou autres? Je veux bien manière de l'immobilier puisqu'ils peuvent rétrocéder 98%. Oui. En fait, la réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est qu'il y a un investissement. Donc, sur les 6 premiers mois, 12 premiers mois, nous investissions sur des talents et eux investissent du temps et de l'énergie. Déjà, il y a un premier équilibre. Et ensuite, je peux parler que de mon cas, parce que je n'ai pas, bien que j'ai le PNL de certains autres, mais le poids du chiffre d'affaires lié à la vente de packs de services, hein, de prestations de services du réseau vers les agents, vers les membres, c'est 5-6%, c'est rarement plus. Donc, ce n'est pas ce qui fait tourner nos sociétés, loin de là. Et autant vous dire que la partie diffusion, donc la publicité que l'on fait, et je ne parle même pas des campagnes marketing, je parle que de la diffusion, le coût total de la diffusion est supérieur ou égal aux frais demandés chaque mois aux conseillers. Donc, le sujet, il n'est pas là du tout. Le sujet, il est cette capacité à mettre des biens en vente, enfin à les trouver déjà, à les mettre en vente et à satisfaire le client final pour qu'il revienne. Et ça, c'est notre enjeu. C'est pas un enjeu de est-ce qu'on vend 1000 packs à 50 € ou à 200 €. Bien. Alors, vous voyez qu'on a pas mal de remarques. Oui, Olivier a raison. Ce qui est essentiel, c'est que le modèle repose sur le métier de l'immobilier. Et le métier cœur de nous tous, c'est l'immobilier. Donc, c'est les transactions. Et ce n'est pas les abonnements, ce n'est pas le sujet. Hein. Notre sujet, c'est la transaction immobilière. Et puis peut-être, j'ai eu la parole coupée pour des raisons de technique, j'en suis désolée. Ah ben là, c'est pas que la parole, c'est l'image aussi. Daniel, on était tellement heureux de vous écouter et de vous voir en même temps. Mais on va essayer de se reconnecter avec la présidente de l'UNIS. Simplement, je vous propose, il est 18h04, nous avons donc 4 minutes de retard et je suis le gardien du temps dans ces rendez-vous-là. On essaie de finir à l'heure. Alors simplement, on va déborder pour la bonne cause. Si en 30 secondes, chacun pas une de plus, vous pouviez conclure et nous livrer finalement l'idée que vous souhaiteriez que chacun conserve de ce rendez-vous, ce serait laquelle? On va démarrer par Vincent, on va faire le tour et on laissera Daniel Dubrac conclure. Vincent, 30 secondes pour conclure. Oui, en 30 secondes, c'est que les raisons qui expliquent le succès monétaire au cours des 5 et 10 dernières années sont toujours là et sont de plus en plus fortes. Et donc, l'hypothèse d'une croissance à venir est une hypothèse très raisonnable et très crédible, celle qu'on fait tous. Pour autant, et je pense que l'on sera tous d'accord, les réseaux mandataires, et c'est la concurrence qui le fera, ont encore plein de choses à améliorer dans leur process, dans leur offre de formation, dans leur offre de service. Mais c'est ça qui est enthousiasmant aussi. Le modèle n'est pas du tout abouti. Je pense que ce serait très frustrant et décevant de se dire que l'histoire est terminée. Pour moi, l'histoire est bien partie. Elle arrive à un stade de développement important, le cap des 20%. Mais pour moi, l'histoire ne fait que débuter. Olivier Colcombé. C'est que le marché gagne, le client souligne sa satisfaction. C'est aussi, et le client devient d'ailleurs, plus souvent que vous l'imaginez, aussi conseiller, parce que cette expérience était riche et motivante. C'est très intéressant de voir que de très nombreux clients nous rejoignent pour exercer ce métier, parce qu'ils voient bien que accompagné, formé et bien équipé, quand j'ai le bon sac à dos et la bonne tenue et les bons outils, je peux réussir si j'ai de l'énergie, du commitment, de l'engagement. Et il est vrai, ils sont travailleurs. Ces gens travaillent beaucoup pour atteindre de beaux résultats. Et c'est ce qui compte finalement. C'est un peu la souplesse, travailler plus, gagner plus et travailler autrement, gagner autrement et gagner plus aussi et m'épanouir parce qu'on ne leur vend pas du plus, on leur vend du mieux majoritairement parce qu'ils gèrent leur emploi du temps, leur famille, leur maison, leur sport, que sais-je. Et ça me paraît critique par rapport aux générations montantes qui recherchent cet équilibre de vie. Olivier Descamps, l'autre. Oui, je dirais. 30 secondes, hein, parce que là, on a allègrement je vais compenser Olivier et l'autre. Je vais être plus rapide. Donc, non, un super métier
plusieurs façons de l'exercer. Et je pense qu'il faut respecter les choix de chacun. Certains se sentent plus en sécurité en étant salariés, certains se sentent plus à l'aise en étant indépendants. Donc, je pense que toutes ces façons de le faire vont exister. Et je pense qu'il y a une cause commune. Je vais peut-être piquer la conclusion de Sandra, puisque je reprends son introduction, c'est de faire en sorte qu'on crée plus de valeur pour les clients finaux, plus de services, et que les professionnels soient demain incontournables versus les transactions qui se font de particulier à particulier. Je pense que s'il y a un seul combat, c'est celui-là, c'est de faire en sorte que notre proposition de valeur, à nous tous les professionnels immobiliers, soit les meilleures possibles pour que la confiance nous soit donnée encore plus fortement par tous ceux qui vendent leurs biens. Et tout à l'heure, Vincent le disait, 1 million de transactions, mais 300 000 qui se sont faites sont nous les professionnels. Et je pense que le vrai match, il est là. Sandra. Oui, alors le monde change, franchement, le monde bouge et je crois qu'on est ces modèles-là. On a tous vocation à évoluer, à changer, que ce soit en tant qu'être humain, que ce soit en tant qu'agence, que ce soit en tant que réseau. Je pense que l'important, c'est de continuer à évoluer. Alors, vive l'immobilier, vive les professionnels de l'immobilier. Voilà, faisons en sorte d'avoir des clients heureux, des conseillers et conseillères heureux. Je pense que c'est ça l'important. Si l'enthousiasme portait un nom, il s'appellerait François. Par contre, si les difficultés techniques étaient elles aussi baptisées, elles pourraient avoir les initiales D. Daniel Dubrac. on est un peu dans la peine, on voit bien que son image apparaît, disparaît, que quand on a l'image, on n'a pas le son, et lycée de Versailles. Et donc, on est un peu inquiet, mais là, on sent qu'elle pédale, Daniel. Ça y est, elle pédale assez vite pour nous rejoindre. Vite, voilà. 30 secondes de conclusion, Daniel. Très rapidement, les chiffres sont parlants à Unis. 20 000 salariés, 24 000 mandataires, très clairement. Ce qui compte, c'est que le client soit content. Et moi, ce qui me fait plaisir à travers cette émission, c'est qu'on a essayé de raisonner collectivement, intelligemment, pour le client final. Quel sera le prix qu'il sera prêt à payer? Ce qui compte, c'est qu'il soit content et que ces modèles-là soient complémentaires et vivent finalement l'intermédiation, puisque c'est de toute façon de l'intermédiation dont on parle. Bien, voilà, cela, sachez, pardon à celles et ceux dont je n'ai pas pu relayer le commentaire, mais on a déjà débordé et vous connaissez la règle du jeu. Je vous rappelle que cela peut être visionné en podcast. Et si Daniel peut éteindre son micro, ça sera la panacée. En podcast, ne vous privez pas de cliquer durant la semaine et voire même un peu plus tard. On a eu beaucoup d'informations et puis j'espère qu'on pourra consulter ce rapport signé Pavanello, mais adoubé aussi par Concolbé, Descamps et Fronsonnet et surtout par l'UNIS. Merci à toutes et à tous de votre collaboration, de vos éclairages et à très bientôt pour d'autres aventures sur le front de l'immobilier. À très vite. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.